13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h33 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Giraud. Et aujourd'hui, l'écrivain essayiste Paul Melun et l'écrivain, journaliste et éditorialiste Vincent Roy. Et on parle de ce budget qui anime nos débats chaque jour sur Europe 1, la deuxième journée. Cet après-midi, ça va reprendre. Et faute de majorité, évidemment, le recours au 49.3 semble inévitable. Mais l'idée de Michel Barnier, c'est d'attendre le plus possible avant de passer en force. Avant d'en discuter avec vous, on va écouter Prisca Thévenot, députée EPR des Hauts-de-Seine. Elle était l'invitée ce matin sur Sud Radio. Et pour elle, le débat sur le budget doit avoir lieu sans radicalité. J'ai entendu différentes prises de parole de membres du gouvernement qui disaient qu'ils n'étaient pas fermés au sujet du 49.3. Moi, ce que je dis plutôt, c'est qu'il faut un budget pour notre pays, ça c'est une nécessité. Maintenant, moi ce que je vois, c'est que les débats ont lieu, se passent, ils se déroulent, tant mieux. Moi je suis pour que le débat ait lieu. Donc je pense qu'il faut avoir du bon sens, accepter d'avoir un débat qui n'a pas pour seul moteur la radicalité. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire vivre les sommes des nuances de l'Assemblée nationale. Vincent Roy. Un débat sans radicalité, avec un nouveau front populaire qui monte à l'assaut de toutes ses forces, un rassemblement national qui reste en embuscade, et puis un hypercentre extrêmement divisé. Alors, tout ça sans radicalité, on peut le souhaiter, mais enfin c'est pas comme ça que ça se passe dans les faits. Ouais. D'abord, vous avez un rassemblement national qui demeure toujours l'arbitre des élégances. Vous avez vu que sur les retraites, par exemple, c'est lui qui faisait plier le gouvernement. Sur les retraites et sur bien d'autres choses. Vous avez dans l'hypercentre un Darmanin, un Attal qui disent non, surtout pas de hausse d'impôts. Et puis vous avez toute la gauche, conduite évidemment par l'inénarrable Mélenchon, qui de toute façon dit non à tout, ça me convient pas, etc. Donc pas de radicalité, je veux bien tout, mais enfin c'est pas possible. Bon, pour vous c'est hors sol, c'est impossible. C'est impossible. Non, il y a une marge de manœuvre grâce au Rassemblement national. Si le Rassemblement national est d'accord et qu'il reste que 2 ou 3 députés de l'hypercentre qui ne sont pas d'accord, ça peut-être bon an mal an faire donner quelque chose, mais enfin ça va se compter à 3 voix, 2 voix, 1 voix. Effectivement, la marge de manœuvre, la fenêtre est extrêmement étroite. En tout cas, parlons de radicalité, on n'a pas un budget qui soit radicalement en rupture avec ce qu'a été le précédent budget. Il faut dire qu'à la décharge de Michel Barnier, ils ont eu une quinzaine de jours pour le construire, ce budget. Donc en 15 jours, on n'allait pas avoir une révolution économique à la tête de l'État. En tout cas, c'est pas un budget véritablement révolutionnaire. Il a, à mon avis, un aspect positif, ce budget, un aspect négatif. L'aspect positif, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place pour passer sous cette fameuse barre des 5% de déficit et que c'est important de le faire parce qu'on peut pas laisser filer nos dépenses publiques. Que sur la fiscalité, moi je pense que fiscaliser davantage de façon, encore une fois, provisoire, les très riches ou les grandes entreprises, les super profits, ça, moi je trouve que c'est pas mal. J'aurais bien ajouté une taxe sur les transactions financières, mais bon, ok. Et par contre, il y a un côté de ce budget que je désapprouve, c'est sur les classes moyennes et les classes défavorisées, avec les débats qu'il y a eu sur l'augmentation du prix de l'électricité ou du prix du gaz ou sur les retraites. Je pense que là, c'est pas là, si vous voulez, qu'il faut agir. C'est pas sur ces Français-là qu'il faut taper au portefeuille. Le pouvoir d'achat des Français est en berne, il y a l'inflation. Je pense que c'est une mauvaise solution. Donc, il aurait mieux valu que ce budget s'attaque peut-être à d'autres sources d'économie. On avait parlé des collectivités territoriales, me semble-t-il, avec Monsieur le Maire, plutôt que d'aller prendre sur le gaz ou l'électricité. Alors, selon les informations d'Europe 1, il y a un poids lourd de la Macronie qui explique que le plan du gouvernement consisterait donc à laisser quelque part pourrir le débat avec l'examen des 3500 amendements afin que le texte parte directement au Sénat au bout du délai de 40 jours prévu par la Constitution. C'est l'article 47, c'est ça ? Oui, alors évidemment, c'est une méthode possible. Il y a quelque chose, en tous les cas, dans ce budget, il y a quelque chose que les Français ne peuvent pas comprendre. Ça me paraît important de le noter. Il y a eu un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Il y a quand même 50 milliards, on ne sait pas pourquoi, comment. Alors, Bruno Le Maire nous a dit la vérité va apparaître bientôt. La vérité finit toujours par régner. On peut l'espérer. Mais ce que les Français ne comprennent pas, c'est que l'État a été mal géré et que on leur dit maintenant c'est à vous de payer. Et ça, ils ne comprennent pas. Et notamment les classes moyennes, comme vient de le dire Paul, effectivement, avec les retraites, avec la hausse de l'électricité, tout ça. Ça, les Français ne peuvent pas comprendre. L'État fait des erreurs et c'est aux Français de payer. C'est eux qui, une fois de plus, vont être rackettés. Ça, les Français ne comprennent pas. Et ils ont raison de ne pas le comprendre. Erreurs qui ont été commises, mais
pas seulement, je dirais, par Bruno Le Maire ou par l'administration Macron. Nous sommes dans une économie structurellement en déficit depuis 40 ans. Donc ça fait des années que ça dure. Ça fait des années. François Fillon déjà disait qu'il était à la tête d'un État en faillite. C'était en 2007. Donc ça veut dire que la situation, non seulement elle ne s'est pas arrangée, mais elle a peut-être à bien des égards empiré, et qu'on n'a pas pris le taureau par les cornes sur le sujet de l'endettement, mais aussi sur le sujet de la croissance, des gains de productivité. Comment est-ce qu'on fait pour relancer la machine? Au contraire, on a désindustrialisé. Donc il faudrait qu'à un moment donné, on ait peut-être une politique économique ambitieuse, où on se dise, comment est-ce qu'on fait pour recréer de la croissance? On prend toujours le sujet du budget à travers les économies ou à travers la fiscalité. Mais moi, j'aimerais qu'on en parle plus à travers la croissance. Alors, d'autant qu'il y a quelque chose qui est extrêmement curieux, parce que nous avons une économie qui repose sur la consommation. À partir du moment où vous augmentez, par exemple, l'électricité, vous tapez sur les retraites, etc., eh bien, le pouvoir d'achat baisse, la consommation aussi. Or, notre économie, elle est basée sur la consommation, ce qui est une erreur, et non pas, effectivement, il n'y a rien sur le budget, je souscris absolument à ce qu'a dit Paul, il n'y a rien concernant la croissance. C'est un mot qui ne semble plus qu'un fantasme. Et au milieu de ce bouillon, là, de cette assemblée fragmentée, pour faire face au déficit et rechercher de nouvelles recettes, eh bien, l'aile droite de la Macronie propose quoi? Eh bien, de vendre environ 10% des participations de l'État dans des entreprises. Ça rapporterait jusqu'à 18 milliards d'euros en plus dans les caisses. Écoutez ce qu'a répondu Antoine Armand, le ministre de l'économie. Il était l'invité de TF1 ce matin. Aujourd'hui, quand vous vendez des participations de l'État, des parts que l'État a dans telle ou telle entreprise, ça réduit pas le déficit, parce que c'est une opération financière. Donc, que vous vendiez un peu ou beaucoup d'une action de l'État, ça change pas le déficit. Bon, vous dites comme Elisabeth Borne, ça ne changera rien. Ça change pas le déficit. Ensuite, qu'on ait une réflexion sur ce que possède l'État, comment est-ce qu'on peut être plus stratégique, on continue, c'est pas une mauvaise discussion à avoir. Voilà, Antoine Armand. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec le locataire de Bercy, il a raison. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller vendre à la découpe, encore une fois, le peu qui reste à l'État? Enfin, ils en ont beaucoup quand même. Non, enfin, regardez ce que possédait l'État dans les années 70. Je veux bien Airbus, mais Orange ou Renault. Est-ce que c'est du service public, Renault? Renault avait été nationalisé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons d'ailleurs qui n'avaient rien d'économique, mais qui avaient toute politique. Non, mais quand il s'agit de défense, Thales, Airbus, etc., oui. Pour moi, plus l'État, c'est les Français. Donc plus nos compatriotes, plus nous Français possédons et avons un rôle dans l'économie par le biais de notre État, mieux c'est. Moi, je crois en l'État stratège. Donc, si vous voulez, aller vendre à la découpe ce qui reste à l'État, ça me paraît une très mauvaise idée. On a fait ça et c'est Lionel Jospin. Moi qui suis de gauche, je peux lui reprocher à Lionel Jospin, qui par ailleurs a fait des choses bien, mais là, c'est bien trompé, a privatisé les autoroutes quand il était en 97 Premier ministre, ce qui était une erreur. Les recettes des autoroutes, ça représentait des gains énormes. Il s'agit de vendre certaines actions, pas la totalité. C'est 180 milliards d'euros le portefeuille de l'État. Voilà ce que ça pèse au total, et c'est à peu près 10 mastodontes cotés au CAC 40. Je viens d'en citer Airbus, Renault, Air France, Orange, Thales, Safran. Tout ce qui concerne la défense, je me répète, pardon, ok, j'entends, mais est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, lâcher quelques actions non, mais regardez quel était dans des services comme Renault, Vous comme êtes Orange. En train d'évoquer le chiffre de 180 milliards d'euros, qui est ce que représente le capital de l'État, si vous voulez. Regardez ce qu'il était dans les années 50. On n'a pas arrêté de brader, de vendre à l'encan un certain nombre de choses. C'est très mauvais. Et en plus, mais est-ce qu'elles étaient cotées à l'époque? Je ne crois pas. Non, c'était pas coté dans les années 50, mais après, ça a été coté. Mais là, je vois absolument pas d'intérêt, d'autant que ça n'aurait aucune incidence ni sur la dette, ni sur le déficit. Ça pourrait rapporter jusqu'à 18 milliards d'euros. Et quand on regarde les dividendes, c'est à peu près 2 milliards d'euros de dividendes en 2023. Voilà ce que l'État a encaissé. Attendez qu'on regarde. Oui, c'est du court terme, mais c'est pas ce qu'on fait en ce moment dans le budget en mettant des pansements un peu partout. C'est comme si vous avez un appartement qui vous rapporte, pour être très simple et prendre une métaphore que tout le monde comprend, c'est comme si vous avez un appartement qui vous rapporte au loyer, vous êtes propriétaire, vous le louez, vous avez des locataires qui vous versent un loyer tous les mois de 1 200 euros, puis vous dites, ah non, je vais plutôt le vendre, comme ça tout à coup j'aurai 200 000 euros. Là-dessus. Oui. L'État, quand il est en participation au capital de société, a des gains aussi sur les bénéfices qui sont réalisés par l'entreprise. Non, mais je vous dis, en 2023, on estime à peu près 2 milliards d'euros les dividendes. Si on peut en rapporter jusqu'à 18 milliards d'euros, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est une solution. Est-ce que c'est, encore une fois, la question est philosophique. Est-ce que c'est là qu'on va aller chercher les économies? Est-ce qu'on peut, par exemple, s'interroger sur le fait de savoir combien nous coûte une immigration incontrôlée? Est-ce qu'on peut s'interroger de savoir combien nous coûte le financement? Toutes ces agences de l'État aussi, il y a des agences de l'État. Non, mais je veux dire, ça, plus ça, mis bout à bout, ça peut être aussi une solution. Et c'est facile de dire, à chaque fois, ça rapporte rien, et puis on le fait pas. Ce qui appartient à l'État appartient aux Français. Voilà. Donc, il faut partir de cette règle. Je vois pas pourquoi on se défraie il y a des économies à faire dans bien d'autres domaines que dans celui-ci, me semble-t-il. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Vous avez d'autres exemples à l'étranger en tête d'États qui ont des participations et qui sont bien gérés, où ça marche?
Ça existe dans plusieurs pays. Alors, on nous renvoie souvent à l'Union soviétique quand on est un libéral un peu caricatural. Mais il y a eu de la planification économique dans beaucoup d'États-nations. C'était pas une exception. Et ça a perduré dans beaucoup d'États, notamment européens. En Italie, dans les pays scandinaves, il y a aussi des entreprises qui sont propriété de l'État pour partie. Ça n'a rien d'exceptionnel. Et je pense que c'est vraiment un volant d'action économique très puissant pour l'État. Vous parliez de 2 milliards de gains pour l'État tous les ans. Et contre 18 milliards si on le vend tout de suite. Donc ça veut dire qu'en fait, si je fais un calcul simple, en 10 ans, on a déjà gagné les 18 milliards si on le garde. Ça serait 10%. On n'en vendrait que 10% des participations. Les 18 milliards, c'est 10% des participations sur les 180 milliards. Mais 18 milliards que vous encaissez tout de suite, ce qui est effectivement pas grand-chose. Et par contre, 2 milliards que vous encaisserez plus dans les 50 prochaines années. Donc économiquement, n'importe quel chef d'entreprise, si on dit souvent, il faudrait que l'État raisonne en chef d'entreprise. Non, on ne peut pas raisonner en chef d'entreprise, il faut qu'on raisonne en termes d'urgence, puisqu'on est quand même dans une situation particulièrement compliquée au niveau... Oui, mais l'urgence, comme on disait, il y a un certain nombre d'autres sources d'économie. Par exemple, effectivement, les agences de l'État... Est-ce que les actionnaires ne se poseraient pas eux-mêmes la question ? Si un État actionnaire n'est pas en droit de se poser la question. D'ailleurs, l'État dit il est ouvert au débat. Après que l'État, par contre, il y a une chose que le ministre de l'économie dit qui est assez juste, c'est qu'effectivement, un État stratège, il regarde les participations qu'il a dans X nombre de sociétés et il se dit, qu'est-ce qui me rapporte ? Combien ? Est-ce que je rachète des actions ici ? Est-ce que j'en vends là ? Mais comme le ferait un boursicoteur plus, qui serait une sorte de stratège personnel et qui dirait, par exemple, c'est le cas aussi de grands investisseurs français ou étrangers, qui disent, je prends des participations dans telle société, j'en lâche dans telle autre parce que c'est moins intéressant. C'est une stratégie. Donc moi, en tant que contribuable français, je me dis, j'ai envie qu'on ait au sommet de l'État de bons stratèges, capables de faire gagner de l'argent à l'État, une bonne gestion, et capables de défendre notre souveraineté à l'étranger. C'est ça qu'on doit demander à l'État stratège, pas qu'ils vendent les bijoux de famille. Ok, très bien. Je crois qu'on va rester là-dessus. Non, mais absolument. Et on va parler de ta famille et des enfants, justement, de nos enfants dans nos écoles. Pourquoi ? Parce que voilà, est-ce la fin du choc des savoirs ? Vous savez, ça n'a pas débuté. Si, ça a commencé. Il y a des groupes de niveau dans 65% des collèges. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Et vous pouvez réagir avec Céline Géraud sur Europe 1 01 80 20 39 21.